Bonsoir à tous. Bien, je vais passer la parole à Monsieur l'ambassadeur Valero, qui, comme vous le savez, est le directeur, le directeur de la Vitem et de la Villa Méditerranée, qui nous accueille et qui souhaite vous dire un petit mot. Merci beaucoup, Amiral. Juste un petit mot qui, maintenant, au fil de notre coopération, comme on dit dans le langage technocratique, de la co-construction que nous faisons avec l'IHEDN Euromed, c'est effectivement un petit mot de bienvenue tout à fait rituel. Je suis très heureux d'accueillir ce soir aussi dans ces murs de la Villa Méditerranée le professeur Benantard. Je ne vais pas le présenter, je laisse le soin de le faire à l'amiral, mais je voulais simplement dire que nous sommes particulièrement heureux de l'accueillir ce soir. Le sujet qu'il va aborder est un sujet qui est particulièrement grave. Lorsqu'on parle de Méditerranée, lorsqu'on parle de sécurité, lorsqu'on parle d'Algérie, on a un triangle qui, évidemment, nous ici, à 700 km d'Alger, Marseille est à mi-chemin entre Alger et Paris, ne nous laisse évidemment pas indifférents. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il suffit à tout un chacun de suivre un petit peu les développements de l'actualité pour très vite réaliser que le sujet que vous allez traiter, professeur, ce soir est un sujet particulièrement lourd, un sujet qui s'est encore alourdi au cours des derniers mois parce qu'il s'est passé quelque chose de stratégiquement important dans la Méditerranée. Première fois depuis 2014, nous observons que sur les côtes libyennes, une organisation terroriste, Daesh pour ne pas la nommer, contrôle une façade maritime. Et ça, dans la période récente de l'histoire de la région, est quelque chose de tout à fait nouveau et qui fait que, évidemment, on prête une attention un peu plus appuyée, un peu plus attentive à la Méditerranée. Donc voilà, autant de raisons pour très vite vous rendre le micro, amiral, mais auparavant, je voulais d'une part vous remercier pour votre fidélité, vous remercier, professeur, parce que cette conférence et les conférences de ceux qui vous ont précédé, de ceux qui vous suivront, sont autant d'occasions pour chacun d'entre nous de repartir d'ici avec quelques petites clés supplémentaires pour mieux comprendre, mieux déchiffrer, mieux interpréter ce qui se passe dans notre espace commun qu'est la Méditerranée. Et donc cette réflexion collective que nous engageons, c'est véritablement la vocation de cette maison. Et si nous pouvons le faire, c'est grâce à vous, amiral, dans une très large mesure. Puisque l'on parle de sécurité, et comme j'ai le micro, je le garde encore 30 secondes, mais je vous le rends tout de suite. La sécurité, c'est un concept qui se décline dans d'innombrables variations. Et il y en a une qui prend une importance de plus en plus forte dans notre monde d'aujourd'hui, c'est la sécurité environnementale. Alors la sécurité environnementale, ça ne sera pas le sujet de ce soir. Mais en revanche, ce sera le sujet d'une exposition que nous allons présenter à la Villa Méditerranée à partir du 1er mars prochain. Je voulais juste attirer votre attention sur cette opération de sensibilisation que nous allons présenter au public marseillais et de la région. C'est une exposition qui s'appelle La mer, destination finale, et qui va poser le problème du rejet des plastiques en mer. Alors ça peut paraître anecdotique, hein. Vous savez, on boit une bouteille d'eau en plastique au bord de la plage, l'été il fait chaud, et puis la bouteille d'eau on la laisse sur le sable. Et puis il y a la mer qui arrive et elle emporte la bouteille d'eau. Et puis la bouteille d'eau, elle met des dizaines et des dizaines d'années à se briser en petits morceaux. Et puis un jour, ce sont des poissons qui mangent ces petits morceaux de plastique. Et ces poissons, vous les retrouvez dans vos assiettes, avec le plastique. Et puis il arrivera un jour, si on continue comme ça, où le plastique n'arrivera plus dans vos assiettes parce qu'il n'y aura plus de poissons. Voilà, tout simplement, sécurité environnementale. Cette exposition que nous présentons, c'est la première fois que nous la présentons en France, elle nous vient de Suisse, et c'est là aussi,
comme pour tous les autres sujets, amiral, c'est une occasion pour nous de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, et puis surtout de réfléchir à la fois à nos comportements individuels et collectifs quotidiens, et puis de réfléchir également à cette accélération dramatique de la qualité de notre environnement, une accélération que nous pouvons tous ensemble essayer de stopper, essayer d'endurer, et c'est une modeste contribution que, à partir du 1er mars, nous apporterons ici à la Villa Méditerranée. Vous êtes évidemment les bienvenus aussi pour visiter cette exposition. Je n'en dis pas davantage, je vous souhaite une très très belle conférence et je vous remercie beaucoup. Bien, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Ce soir, le professeur Abdenour Benantar va vous parler de la sécurité algérienne face à la Méditerranée. Monsieur le professeur est maître de conférence à Paris 8. Il est tout particulièrement spécialiste des questions de sécurité et de sécurité en Méditerranée. Et il a écrit un ouvrage qui s'intitule « La sécurité en Méditerranée occidentale face aux bouleversements au Maghreb et au Sahara », co-dirigé avec Salim Chena, collection bibliothèque de l'IREMO. C'est la raison pour laquelle vous l'avez peut-être vu déjà ici, un certain nombre d'entre vous, car il est intervenu dans le cadre des rencontres de Cybèle de mai ou juin dernier. Donc vous en souvenez peut-être, et j'ai tenu à le faire intervenir aujourd'hui pour approfondir cette question et lui donner plus de temps d'expression qu'il n'en avait eu à l'occasion de cette rencontre, car le sujet est d'importance. Abdenour, oui, je voulais vous dire quand même que Monsieur Benantar est né en Algérie, donc il nous apporte une connaissance réellement de terrain. Il n'a pas fait que naître, bien sûr, mais c'est un homme d'origine algérienne et qui connaît très bien l'Algérie. Voilà. Merci. Merci, je reste debout. Debout ? Je reste debout ou je m'assois ? Vous voulez qu'il s'asseye ou vous voulez qu'il reste? Je vais m'asseoir. Tu t'es débrouillé. D'accord. Alors, bonsoir à tous. Donc, effectivement, c'est un sujet assez complexe et vaste, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel en m'intéressant à deux dimensions. La première, c'est la dimension, j'allais dire, algéro-algérienne, mais qui s'inscrit toujours dans un contexte régional. Et la seconde, c'est véritablement la dimension régionale, notamment sahélienne, compte tenu de l'actualité. Alors, en ce qui concerne la dimension algérienne, commençons d'abord par la doctrine algérienne de sécurité, comment cette doctrine s'est forgée au fil des ans et quelle est la relation de l'Algérie à la Méditerranée dans une perspective sécuritaire, pas forcément identitaire, etc. Mais nous allons voir que le poids de l'histoire, l'héritage historique est très très présent dans cette formation de la doctrine algérienne. Alors, on commence par l'indépendance. Dès l'indépendance, le premier affrontement que le jeune État algérien a connu en matière de sécurité fut avec le Maroc. Donc cette fameuse guerre des sables qui n'a duré que 4 jours, malheureusement, mais la cicatrice est énorme et a laissé des traces dans l'imaginaire collectif de l'élite politique, mais elle a façonné la doctrine algérienne de sécurité qui n'a toujours pas été remaniée, même si elle est en phase de transformation, de mutation compte tenu des transformations des menaces et des insécurités dans la région. Alors, à partir de cette date-là, la doctrine algérienne de sécurité va avoir une dimension terrestre très prononcée. Et cela va avoir un impact sur la formation des forces armées algériennes de l'Algérie indépendante, c'est-à-dire on va s'intéresser d'abord aux forces, à l'armée de terre, aux forces terrestres, et plus ou moins à l'armée de l'air, mais on va négliger la marine, donc les forces navales n'étaient pas une priorité majeure pour l'Algérie. Donc la menace
était terrestre et elle venait de l'Est. Donc la perception de la menace était très marquée par cette dimension terrestre. Cela étant, ce n'était pas le cas de l'Algérie seulement, puisque les autres pays, le Maroc, la Libye, notamment la Tunisie, étaient hors course compte tenu de ses capacités limitées. Et donc le Maghreb globalement était marqué par cette dimension terrestre de la sécurité, et que l'ennemi, c'est le voisin immédiat. L'ennemi ne vient pas d'ailleurs, mais c'est le voisin immédiat. Et donc cela va impacter le regard que portait l'élite politique ou les autorités politiques, celles qui décident de l'avenir du pays, va impacter le regard qu'elle portait sur la Méditerranée. Donc à ce moment-là, la Méditerranée n'était pas considérée, ça restait comme un front de vulnérabilité, mais n'était pas élevé au rang de la menace, ne constitue pas une source de diverses menaces, d'autant plus qu'à ce moment-là, on était encore dans le contexte de la guerre froide, c'est que cet espace-là est contrôlé par les Américains et les Soviétiques, hein, les Américains via la 6e flotte et les bases atlantistes en Italie et dans l'Europe du Sud, et les Soviétiques par leur flotte, la 5e escadre. Donc, d'une perspective algérienne, la menace ou la sécurité méditerranéenne s'inscrivait dans un cadre beaucoup plus global, et donc l'intérêt immédiat ou la menace immédiate venait de l'Est, donc il faudra s'intéresser aux voisins immédiats. Mais au fil du temps, l'orientation politique qu'a prise l'Algérie, notamment avec l'arrivée du Boumedienne au pouvoir suite au coup d'État de 1965, et donc on voit un peu l'impact de l'imaginaire colonial et du processus de décolonisation dans, j'allais dire, la réflexion qui a été menée sur la politique étrangère et extérieure et de sécurité de l'Algérie, c'est que la dimension historique va marquer très nettement la doctrine algérienne de sécurité. Pourquoi ? Parce que cette variable historique va trouver son expression dans le soutien au mouvement de libération, notamment en Afrique. Et donc l'Algérie, au fil des ans, va se présenter comme étant le leader des pays révolutionnaires. Elle est devenue même, à un moment donné de l'histoire, la Mecque des révolutionnaires. Elle a accueilli même des Portugais. Il y a eu un colloque à Paris il n'y a pas longtemps sur cet épisode-là. Et elle va commencer à s'intéresser un peu à la Méditerranée au début des années 70. Donc, il s'agit à la fois d'une évolution dans la perception de la menace, mais on peut la lire dans une perspective interne, c'est-à-dire jusqu'à la fin des années 60, le pouvoir ne s'est pas réellement consolidé. Donc on peut dire que l'intérêt que portait l'Algérie ou les autorités algériennes à la Méditerranée coïncidait avec la fin de la phase de la consolidation du pouvoir en place. Sachant qu'il y a une tentative de coup d'État contre le régime de Boumedienne en 1967. Donc le fait que l'Algérie s'intéresse au début des années 70, il y a certes son affirmation sur la scène internationale à travers le mouvement des non-alignés, mais toujours est-il que ça intervient aussi dans un contexte de post-consolidation du pouvoir politique en place. Et là, je reviens à la question historique, donc l'impact du processus de décolonisation et la position non alignée, du moins officiellement, va avoir un impact donc sur l'orientation, la nouvelle, une orientation méditerranéenne de l'Algérie. Et Boumedienne va proposer en avril 72, la tenue d'une conférence sur la sécurité en Méditerranée, mais en excluant les deux blocs, donc sans la présence Est-Ouest. Et donc c'était le slogan un peu, de Monroe aux États-Unis au début de 1823, me semble-t-il, l'Amérique aux Américains. Et donc c'était grosso modo la Méditerranée aux Méditerranéens. Donc la sécurité de la Méditerranée appartient aux Méditerranéens, et donc il leur revient de la prendre en charge. Mais compte tenu du contexte de la guerre froide de l'époque, il était impossible que les Américains et les Russes les Soviétiques, cèdent sur cette question-là. Donc cette proposition-là ne pouvait aboutir. Mais toujours était là en termes de discours, du moins en termes de perception et de considération de la Méditerranée, elle marque une étape
décisive dans l'intérêt que l'Algérie portait à la Méditerranée. Là aussi, on voit l'impact de la politique de la dimension maghrébine sur l'intérêt que portait l'Algérie à la Méditerranée, dans le sens où, mi-70 jusqu'à la fin des années 70, des tensions, compte tenu des tensions sur la frontière Est avec le Maroc, notamment avec l'accord tripartite de Madrid, au terme duquel le Maroc partage le territoire du Sahara occidental avec la Mauritanie, fait que l'Algérie revient sur sa sphère immédiate, sa sphère sécuritaire immédiate, et donc s'intéresse moins à la Méditerranée. Et jusqu'aux années 80, avec le développement ou en plus ou moins la fin de la guerre froide intermaghrébine à partir de 83-84, et donc on arrive à la fin des années 80 avec la constitution de l'Union du Maghreb, donc une sorte de pacification, de stabilisation, mais une certaine stabilisation dans l'instabilité, mais c'est une instabilité plus ou moins retenue, donc acceptée. Donc il y a un seuil de tolérance qui n'est pas, qui est défini par les différents acteurs en présence. Et donc on commence à s'intéresser à nouveau à la Méditerranée, sachant que je reviens un peu en arrière pour vous montrer encore une fois l'impact de la dimension de la logique non alignée de la politique algérienne. Lorsque François Mitterrand proposait depuis Rabat en 1983 un conseil de coopération en Méditerranée occidentale, c'est l'ancêtre du groupe 5+5, l'Algérie s'était opposée à cette proposition-là en disant c'est une manœuvre française destinée à occulter le conflit arabo-israélien et à ne pas prendre compte ou à exclure un certain nombre de pays de cette initiative, sachant qu'à l'époque déjà la Libye de Kadhafi n'était pas parmi les invités à cet éventuel conseil de coopération. Donc là, on est début 80, mais j'ai déjà parlé de la fin des années 80. Je préfère cette évolution chronologique pour vous montrer un peu les mutations qu'a connues la doctrine et la politique algérienne de sécurité en général. Et arrivent les années 90, c'est le repli de l'Algérie en raison de ce terrorisme de masse qu'elle a connu. Mais en même temps, en pleine crise interne, et il y a une réflexion qui a été menée par les différents cercles du pouvoir sur la sécurité régionale. Alors, il y a deux éléments à cela. Le premier, ou deux faits très importants, significatifs pour la relation de l'Algérie avec la Méditerranée. Le premier, c'est l'inscription de la Méditerranée dans la Constitution de 1996. Pour la première fois, dans les cercles d'appartenance ou les cercles géopolitiques de l'Algérie, apparaît la Méditerranée, où il est dit texto l'Algérie pays méditerranéen et africain. Et la Méditerranée ne figurait pas dans l'ancienne version de la Constitution. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, l'Afrique a été déclassée par la Méditerranée. Donc on met la Méditerranée avant l'Afrique. Or, toute la politique algérienne des années 60, des années 70, même aux années 80, a été marquée par une forte dimension africaine. C'est-à-dire que pendant toutes ces années-là où l'Algérie s'est intéressée à l'Afrique, avait une véritable profondeur, elle a une profondeur géopolitique africaine, mais une profondeur africaine de sa politique de sécurité, elle a tourné le dos à la Méditerranée, comme si elle ne pouvait pas, j'allais dire, combiner les deux dimensions méditerranéenne et africaine. Et ce va-et-vient géopolitique, nous allons le constater par la suite à la fin de la conférence, où nous allons voir qu'en raison des problèmes au Sahel, la Méditerranée se trouve déclassée par la dimension africaine de l'Algérie. Le deuxième fait, il est toujours d'ordre interne, c'est à la fin des années 90, lorsque Bouteflika arrive au pouvoir, les autorités officielles organisent un grand colloque sur Saint-Augustin. Et c'est une première en Algérie. Avant, on en parlait, mais on n'en parlait pas trop. D'autant plus qu'il y a un épisode historique sur la vie de Saint-Augustin qui pose problème pour un certain nombre d'Algériens, compte tenu de son rôle dans le drame qu'ont connu les padanistes. Alors, l'intérêt de ce colloque-là,
lorsqu'on observait le discours officiel à cette époque-là, c'est que l'Algérie non seulement reconnaît sa dimension méditerranéenne, sa dimension historique méditerranéenne, mais elle réclame cette partie de son histoire, elle la revendique, elle l'assume, mais elle revendique aussi autre chose, c'est-à-dire elle revendique sa part d'héritage, c'est-à-dire une manière de dire cette Méditerranée, je l'avais constituée aussi avec vous, hein, avec les autres pays riverains. Donc il ne s'agit pas seulement d'assumer cette méditerranéité. Avant, elle la subissait plus ou moins, du moins par la géographie. Là, elle assume cette histoire, elle la revendique, et elle revendique donc sa part à l'héritage de la Méditerranée. Et donc l'algérianité de Saint-Augustin est utilisé comme un moyen de réclamer cet héritage de la Méditerranée. C'est comme si le pays, en tous les cas, du moins dans le discours officiel, se réconcilie avec la Méditerranée. J'ouvre ici une parenthèse d'ordre historique. La Méditerranée a toujours constitué pour l'Algérie, à travers l'histoire, un front de menaces, un front de vulnérabilité. Toutes les menaces qui ont débarqué, si je puis dire, en Afrique du Nord, sont venues par la Méditerranée. Le seul mouvement qui était terrestre, c'est l'islam. Mais tout le reste, c'est par la Méditerranée. Donc, dans toute l'histoire, la Méditerranée était un front de vulnérabilité pour l'Algérie. Et j'avais fait un petit calcul rapide. Entre 1500 et 1830, il y a eu une centaine d'expéditions contre les côtes algériennes, dont la plus importante s'est terminée par la prise d'Alger. Donc, la Méditerranée, dans l'imaginaire collectif des Algériens, ça a toujours été une source de vulnérabilité. C'est le point faible de l'Algérie. Nous allons le voir à la fin de la conférence que c'est devenu un espace de stabilité pacifié et que l'Algérie peut s'intéresser à d'autres zones d'insécurité, mais pas à la Méditerranée. Alors, cette évolution d'ordre interne dans le sens de la reconnaissance et de la revendication de sa part d'héritage à la Méditerranée coïncide malheureusement avec une crise interne aiguë, et au moment où l'Algérie s'ouvre sur la Méditerranée, intègre la Méditerranée dans ses cercles géopolitiques, ses cercles de sa politique étrangère et de sécurité, c'est à ce moment-là que les puissances occidentales et l'Alliance atlantique, notamment certains pays, et certains cercles académiques, ont commencé à parler au début des années 90, 92, 93, jusqu'à 97, 98 à peu près. Après, cette thématique a disparu de la littérature spécialisée. On a commencé à parler de la menace venue du Sud, compte tenu de l'activité très intense des groupes terroristes. L'Algérie est considérée comme une source de menace, d'instabilité pour l'ensemble du bassin méditerranéen et surtout pour la rive nord. Et étant donné que la manière dont a été conduite la lutte antiterroriste dans le pays n'a pas été admise par les chancelleries occidentales, le régime est devenu infréquentable. Et donc, plus ou moins, il n'y a pas de choix à faire. C'était grosso modo ça, entre le régime et les groupes terroristes. Et ça va laisser des traces à un moment donné de l'histoire sur la conduite politique de l'Algérie, puisqu'en 94-95 et jusqu'en 96, l'État algérien était vraiment menacé. Il était remis en cause à un moment donné par l'intensité des activités terroristes. Et c'est à ce moment-là que le pays est tout entier est considéré comme une source de menace. C'est paradoxal comment un pays qui risque de disparaître, si je puis dire, est perçu comme une menace. Or, ce n'était pas un pays exportateur de la menace, indépendamment des attentats que le GIA a organisés à Paris, mais comparaison n'est pas raison, mais à l'échelle algérienne, ça ne représentait rien du tout. Donc, d'une perspective algérienne, il y a un problème dans le regard que l'autre porte sur la scène algérienne, et ça va marquer à un moment la conduite politique algérienne au début des années 2000. Donc cette Algérie qui s'ouvre sur la Méditerranée en plan interne est refusée. Elle est rejetée au plan externe. Et lorsque l'Alliance atlantique lance son dialogue méditerranéen fin 1994, il y a eu un débat au sein de l'Alliance atlantique et
la majorité s'est prononcée pour l'exclusion de l'Algérie de ce dialogue. Sauf l'Italie et l'Espagne qui ont milité pour son adhésion, mais n'ont pas eu gain de cause en définitive. L'Algérie a été exclue de ce dialogue-là. Cela étant, même si elle avait été invitée, et ce n'était pas sûr que le pouvoir politique de l'époque aurait accepté, puisque l'adhésion à une initiative de l'OTAN en plein terrorisme, ça aurait pu être instrumentalisé, utilisé par les groupes terroristes contre le pouvoir politique. Donc, pour éviter tout usage interne de cette thématique-là, je pense que le gouvernement algérien n'a pas regretté le fait qu'il ait été exclu à l'époque, mais il n'en demeure pas moins qu'on a exclu un pays important de la région de cette initiative-là, en tout cas à cette époque-là. Et lorsqu'on arrive à la fin des années 90, les Européens tournent toujours le dos aux pays indépendamment de cette ouverture méditerranéenne. C'est les Américains qui entrent en lice, qui avaient changé de position, puisqu'ils avaient une autre position en 94-95. Pour vous faire vite, à l'époque, l'administration américaine s'est divisée entre deux blocs opposés. Un bloc, on l'appelait à l'époque accommodationistes, ceux qui veulent s'accommoder de l'arrivée des islamistes au pouvoir. Et l'autre bloc, c'est le bloc des confrontationnistes, ceux qui sont plus ou moins pour l'éradication. Pas question que les islamistes arrivent au pouvoir, mais à un moment donné, l'administration Clinton 1 a milité plutôt pour les côtés accommodationnistes. À la fin des années 90, les Américains changent de position et c'est eux qui vont jouer un rôle majeur dans le rapprochement de l'Algérie avec l'Europe et surtout avec l'Alliance Atlantique, mais aussi avec l'Europe. Et à partir de 1998, les premiers contacts entre les militaires, entre des hauts responsables militaires américains et algériens et atlantistes et algériens, on va assister à un déploiement progressif de l'Algérie sur la scène méditerranéenne, sachant que dans cette zone-là, pendant presque une décennie, il y a eu plusieurs initiatives. Vous avez l'initiative de l'Union de l'Europe occidentale, une organisation européenne qui a disparu et dont certaines compétences ont été récupérées par l'état-major de l'Union européenne, et une initiative de l'OSCE, et puis ce dispositif de coopération régionale initié par l'Alliance Atlantique qui s'appelle le dialogue méditerranéen de l'OTAN. D'ailleurs, c'est l'un des dispositifs de coopération en matière de sécurité en Méditerranée qui fonctionne le mieux aujourd'hui avec le groupe 5+5. Les autres sont des cadres plus des rencontres, j'allais dire. Vous voyez, à l'issue de chaque sommet, vous avez les photos de famille. Je dis toujours, c'est les photos de famille qui coûtent le plus cher au monde, compte tenu des frais de déplacement, des conférences, etc., des officiels, etc. Et donc, on va assister à cette époque-là, fin 90, début des années 2000, à un déploiement de l'Algérie sur la scène méditerranéenne. Et ce déploiement va être sanctionné d'abord par l'adhésion de l'Algérie en mars 2000 au dialogue méditerranéen de l'OTAN et par un fait diplomatique sans précédent. Pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie, un président algérien se rend au quartier général de l'OTAN, c'était Bouteflika, et il visite le quartier général de l'OTAN en 1 an et demi, 2 fois en 1 an et demi. C'est une première dans l'histoire de l'Algérie avec l'Alliance Atlantique, compte tenu du passé de la guerre de libération. Le rapport était très, très mauvais, d'ailleurs d'où cette méfiance durant les années 90 vis-à-vis de l'Alliance Atlantique. Mais toujours est-il que son adhésion a été tardive, mais néanmoins le pays s'est révélé être un partenaire très engagé et producteur de réflexion. Et peut-être j'anticipe un peu, mais les statistiques dont je dispose montrent que l'Algérie est l'un des premiers, si ce n'est pas le premier pays, qui participe en termes d'auditeurs au module de formation dispensé par le collège de l'OTAN. Au moment même où l'Alliance Atlantique intervenait en Libye. Officiellement, l'Algérie était contre cette intervention-là, ce qui a provoqué quand même certaines frictions. En tous les cas, une tension, mais de très basse intensité au plan politique entre les dirigeants algériens et les dirigeants de l'Alliance Atlantique, puisque cette intervention-là est perçue comme menaçante à la sécurité algérienne compte tenu des frontières communes. Et donc,
même en ces moments politiques critiques, l'Algérie continue à envoyer des auditeurs, donc des officiers notamment. Les autres pays envoient des civils, mais l'Algérie envoie toujours des militaires, l'armée de terre, l'armée de l'air, et les forces navales, assister à ces modules de formation, et donc elle bénéficie, en fait, elle tire profit, elle tire toujours profit d'ailleurs de ces modules de formation dispensés par les différents collèges de l'OTAN, notamment à Oran. Et le second fait de ce déploiement, si vous voulez, c'est la signature en 2002 en Espagne de l'accord d'association avec l'Union européenne. Sachant que les négociations avaient commencé dans les années 90, mais elles avaient été suspendues à l'initiative de l'Union européenne en 97 pour des raisons, entre autres, les droits de l'homme, mais il n'y avait pas que ça. En avant ça, comment dirais-je, c'est un outil, si vous voulez. Quand on parle des droits de l'homme, généralement, il y a quelque chose de plus important derrière. Mais bon, ça, c'est mon côté un peu réaliste, si vous voulez, si vous le permettez. Et donc, en 2002, elle va signer cet accord-là et elle va introduire une nouvelle motion, si je puis dire, dans des accords d'association. Elle va insister sur la question du terrorisme. Or, dans les anciens accords, cette question n'était pas soulevée. Et donc, c'est sans passer des années 90, donc cette crise grave qui a marqué le pays, qui va conduire les négociateurs algériens, donc les autorités politiques, à demander à ce que la question du terrorisme soit inscrite dans ces accords-là. Alors, ça, c'est le second déploiement. Évidemment, l'Algérie avait auparavant, dès 1995, adhéré au processus de Barcelone, mais compte tenu de la crise, elle n'était pas dans une situation qui lui permettait de négocier. Début des années 2000 coïncide aussi avec la montée en puissance, enfin la montée progressive des prix du pétrole, donc une situation financière qui s'améliore, et la situation financière qui s'améliore, évidemment, améliore la position des négociateurs algériens sur les différents dossiers sur la scène méditerranéenne. Donc à partir de l'adhésion de l'Algérie au dialogue méditerranéen, la Méditerranée devient une véritable dimension géopolitique pour l'Algérie, et elle devient une dimension, j'allais dire, en termes de coopération pratique, mais aussi en termes de réflexion. Hein. Le pays se met à réfléchir, à produire des propositions pour la sécurité en Méditerranée. Et comme je l'ai dit dans la dernière conférence, il y a un rapport très intéressant. Parfois, les meilleures réflexions sont noyées dans certains rapports. Il y a un rapport de l'ONU datant de 2001 sur la sécurité en Méditerranée. Et dans ce rapport-là, il y a une réponse d'un certain nombre de pays, 2-3 pays sur la sécurité. Et il y a la réponse du gouvernement algérien, et dans ce rapport-là, on trouve réellement la conception algérienne de la sécurité en Méditerranée. Et d'après ce que j'ai pu lire et trouver, c'est le premier document où on a réellement une réflexion sur la sécurité en Méditerranée d'une perspective officielle algérienne. Alors, 2-3 idées essentielles dans cette réponse du gouvernement algérien. D'abord, il y a une expression très très intéressante, à mon avis elle est lourde de sens, qui est celle de la sécurité non diminuée. Le droit de tous les États de la Méditerranée à une sécurité non diminuée. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire deux choses. D'abord, on intègre le fait que la sécurité absolue n'existe pas, et que la sursécurité de l'un implique forcément la sous-sécurité de l'autre. Autrement dit, on ne peut pas amplifier ses propres craintes et sous-estimer celles de l'autre. Et là, dans cette expression-là, on sent aussi l'impact des années 90 où le pays était considéré comme une source de menace. La deuxième chose, c'est un désarmement, des discussions sur le désarmement qui concerne l'ensemble des États méditerranéens. Donc le refus de tout désarmement unilatéral. J'avance un peu. En 2003, lorsque les Américains exercent une forte pression sur la Libye suite à l'invasion de l'Irak, Kadhafi se croyait plus intelligent que les autres et il négocie un accord avec les Américains et les Britanniques. Ils vend la sécurité nationale de la Libye
dans l'espoir de gagner sa propre sécurité. Et comme je l'ai dit, dans le monde arabe, il y a un problème en termes de conception de la sécurité. La sécurité du régime prime sur la sécurité de l'État. En France, on dit la sécurité de la France. On ne dit pas la sécurité du gouvernement Valls ou du gouvernement Hollande. Les gouvernements passent, les États restent. Dans ces pays-là, la sécurité nationale est réduite à la sécurité du régime, voire à la sécurité de la famille royale ou à la sécurité de ce qu'on pourrait qualifier de minorité stratégique, un groupe de personnes qui détiennent le pouvoir dans un pays. Et Kadhafi, qu'est-ce qu'il fait? Il négocie, donc il brade la sécurité nationale de la Libye pour la sécurité du régime. Je vous donne ce que vous voulez, mais ne touchez pas à mon régime. Ne parlez pas de démocratie en Libye, etc. Et à ce moment-là, il a été question, entre autres, de ces problématiques de désarmement unilatéral, puisque Kadhafi, au terme de cet accord-là, il accepte de détruire et de ne plus disposer d'engins, de missiles d'une portée supérieure à 300 km, me semble-t-il, si je me souviens bien du chiffre. Pourquoi? Parce que lors du discours de la menace sur la menace venue du Sud, dans les chancelleries comme dans les cercles académiques, on a tout le temps des statistiques sur des engins dont disposaient l'Algérie et la Libye, donc des missiles de portée moyenne, ce n'est pas des missiles de longue portée, puisque ces pays-là n'en avaient pas, ils n'en ont pas les moyens et ils n'en ont pas l'intérêt d'ailleurs. Et on faisait abstraction dans les mêmes articles. Certains des chercheurs qui travaillent dans des grands instituts occidentaux, donc ils savent très bien qu'il y a l'Alliance Atlantique, qu'il y a des puissances nucléaires, qu'ils ont des missiles intercontinentaux, etc., notamment pour l'arsenal de l'Alliance Atlantique grâce aux Américains. Et donc, ils font abstraction de cet arsenal et ils s'intéressent à quelques engins dépassés, puisqu'il ne faut pas oublier que dans les pays arabes, y compris l'Algérie et la Libye, certes, ces pays-là s'arment énormément, mais ces pays-là sont devenus des cimetières en termes militaires, des machines dépassées, hors du temps, donc elles ne sont pas utilisables. Et puis même en termes de, je termine là-dessus, je ferme ma parenthèse, en termes de dépenses militaires, on ne sait pas, compte tenu de l'opacité qui caractérise les dépenses militaires, on ne sait pas quelle est la part d'investissement. Parce que si vous faites un budget à la saoudienne où la masse salariale est beaucoup plus importante que les investissements, vous pouvez avoir 100 milliards de budget. Si vous dépensez 40 milliards et 60 milliards pour les salaires et 40 milliards pour l'armement, ce n'est pas beaucoup. Donc, à partir du moment où on n'a pas, pour moi, tant qu'on n'a pas des chiffres sur le taux d'investissement dans les dépenses militaires, on ne peut pas dire que ces dépenses militaires sont importantes. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, on revient à cette idée-là de refus du tout désarmement unilatéral, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on réclame une sécurité non diminuée à tous, donc s'il devait y avoir un désarmement, il doit concerner tout le monde. Troisième élément, c'est l'approche légaliste et souverainiste de l'Algérie. Et là aussi, l'impact de l'imaginaire colonial et de la manière dont le processus colonial de décolonisation s'est déroulé, l'Algérie opte pour une approche à la fois indépendantiste, souverainiste et légaliste. Indépendantiste, donc chaque pays a le droit de déterminer ce qui lui convient comme système de sécurité. Cela veut dire qu'à un moment donné, on était éradicateur dans notre traitement du dossier islamiste. Maintenant, nous sommes devenus des dialoguistes. Nous avons opté pour la réconciliation nationale. Donc, il ne revient pas aux Américains de nous dire ce que nous devons faire. Ce rapport était en juillet 2001, donc juste avant le 11 septembre. Donc, c'est une manière de dire que nous devons, quoi qu'il arrive, garder la main libre en matière de gestion du dossier terroriste, de la question terroriste au plan interne. Donc, ça, c'est au plan souverainiste. En termes indépendantistes, lorsqu'on parle de sécurité non diminuée, on parle du droit des pays de disposer d'un outil de défense en mesure de protéger leurs intérêts de sécurité. Ce qui est justifié l'achat, par exemple, d'un certain type d'armement. Et légaliste, c'est le discours officiel algérien, il a conduit d'ailleurs en termes pratiques, s'inscrit toujours dans un cadre légaliste, c'est-à-dire qui se conforme toujours aux règles et aux principes de l'ONU. D'ailleurs, ça revient toujours dans
dans le discours officiel algérien, et parfois c'est un alibi d'impuissance. Dans la crise libyenne, l'Algérie était contre l'intervention, mais elle ne pouvait pas l'empêcher. Donc elle se réfugiait derrière le cadre onusien, sauf que le cadre onusien, comme on le sait, ce n'est pas un cadre démocratique. Vous avez 5 qui détiennent, qui votent, et les autres ne votent pas. Enfin, les 5 qui votent, les autres, les 15 votent, mais il y a 5 grands électeurs qui font le beau et le mauvais temps. Donc, ce n'est pas un cadre démocratique. Et donc, en termes, si vous tenez un discours légaliste, à un moment donné, ce qui est arrivé avec l'affaire irakienne en 2003, mais avec l'affaire libyenne, vous avez une contradiction entre le cadre légaliste et le cadre légitime. Dans l'histoire de la France, le cas le plus spectaculaire, c'est le cadre légaliste de Vichy et le cadre légitime de De Gaulle. Ça n'a rien à voir, c'est incomparable. Et bien, en termes onusiens, l'ONU peut se tromper aussi, et à partir du moment où il y a des intérêts, donc les États ne regardent pas les questions qui relèvent du cadre légitime et le cadre légaliste. Donc parfois, l'Algérie se réfugie aussi, derrière le cadre légaliste, comme alibi d'impuissance. Mais toujours est-il qu'on insiste sur ce cadre-là et sur les différents instruments de désarmement et notamment en matière de prolifération. Donc, le document en question demande à ce que l'ensemble des pays méditerranéens soient signataires de traités de non-prolifération. Donc, on vise Israël puisqu'il est considéré comme un État nucléaire, mais on vise aussi les autres États qui seraient susceptibles d'acquérir l'arme nucléaire. Donc, on se positionne clairement contre l'arme nucléaire, sachant qu'on est en 2001. En 2001, je reviens un peu en arrière, vous m'excuserez, c'est va-et-vient un peu pour expliquer certaines choses. En 94-95, l'Algérie a fait l'objet d'une campagne médiatique dans certains journaux. Ça a commencé par des journaux britanniques et américains qui l'accusaient de vouloir fabriquer une bombe nucléaire. Et c'était l'époque où il y avait ce discours sur le conflit de civilisation qui a été théorisé par certains, mais théorisé par d'autres, par Barry Bouzan et d'autres, mais popularisé. La thématique est devenue populaire grâce à Huntington, et qui disait que l'Algérie, enfin ces informations-là, que l'Algérie fabriquerait une bombe nucléaire, puisqu'il y avait un problème avec, une révélation sur un réacteur nucléaire Selem à 200-300 km au sud d'Alger. Et on a commencé les raccourcis, la première bombe arabe, la première bombe maghrébine, la deuxième bombe musulmane, mais personne ne dit bombe chrétienne, mais pour les musulmans, il faudra dire bombe musulmane. Et là, on tombe dans cet essentialisme, comme c'est l'essentialisme est toujours accroché au wagon musulman. Il ne s'accroche pas aux autres wagons, mais au wagon musulman, il y a toujours l'essentialisme. Mais les musulmans, comme les occidentaux, n'existent pas. Il y a des occidentaux, il y a des musulmans. Bon, revenons à cette affaire-là. Donc, on va faire le lien entre les islamistes, c'est toujours comme ça la construction du discours de la menace. Parce que la menace, j'appartiens à une école de pensée en relations internationales, je ne vais pas vous embêter avec ces questions d'ordre théorique, mais considère que la menace n'existe pas en soi, comme la sécurité n'existe pas en soi, elles sont construites. Et à partir du moment où elles sont construites, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Il y a d'ailleurs des formules sur cette question-là. La sécurité, c'est ce qu'on en fait. Et d'autres vont jusqu'à dire que la sécurité ne peut exister puisque dans la sécurité, il y a l'insécurité. Et donc cet auteur-là, Michael Dillon, il met IN entre parenthèses et sécurité, il prend ça comme un seul mot à partir du moment où la neutralisation absolue de la menace ne peut exister et donc la sécurité absolue n'existe pas. Et donc, pour revenir aux questions pratiques, tout est question de tolérance et de seuil de tolérance. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Les attentats qu'a connus la France en novembre, si un pays comme la Tunisie les avait connus, il aurait eu beaucoup de difficultés à agir et à réagir. Mais la France est un grand pays. Donc tout dépend du seuil de tolérance et tout dépend des capacités. Donc ce qui est considéré aujourd'hui, par exemple, comme une menace terroriste pour la Tunisie, pour l'Algérie, ça reste un risque terroriste.
eu égard à l'expérience des années 90 et eu égard aux capacités de l'Algérie en termes de moyens matériels, mais aussi ressources humaines. Donc je reviens à cette question. On fait le lien entre les islamistes et la bombe nucléaire pour donner une crédibilité à cette thèse-là. Bon, cet épisode-là s'est terminé par l'adhésion de l'Algérie au TNP, par la signature d'un protocole avec l'Agence à l'énergie atomique à Vienne. Et pour vous dire que certaines réponses dans ce document-là, certaines propositions, sont des réponses à certaines questions. Il n'est pas dit dans le document, mais quand on lit entre les lignes, il faut voir pourquoi de telles propositions à ce moment-là. L'autre élément, c'était sur la question des mesures de confiance. À l'époque, c'était un peu à la mode, l'établissement des mesures de confiance. La référence, évidemment, la Bible des mesures de confiance, c'est l'acte d'Helsinki. Et donc, dire si ce packaging qui a réussi à dégeler un peu les relations Est-Ouest à partir de 1975, il pourrait le faire en Méditerranée, d'autant plus qu'on ne sont pas dans un contexte de guerre froide. Sauf que c'est mal appréhendé la question de sécurité en Méditerranée, puisque l'élément central dans la sécurité en Méditerranée, c'est qu'il n'y a pas de conflit nord-sud. Donc l'approche bipolaire, si je puis dire, des mesures de confiance en Méditerranée ne tient pas. Parce qu'il n'y a pas de problème de sécurité entre la France et l'Algérie ou entre la France et le Maroc. Les seuls contentieux qui existent en Méditerranée et qui ont une dimension nord-sud, c'est les contentieux territoriaux entre le Maroc et l'Espagne et le contentieux territorial qui a eu lieu, enfin territorial si on peut dire, ce n'est pas tout à fait le cas, qui a eu lieu dans les années 80 entre la Libye et Malte sur le plateau continental, donc submer, donc c'est la profondeur sous-marine. En dehors de ça, tous les conflits qui existent, qu'ils soient de basse ou de forte intensité, ce sont des conflits sud-sud. Donc la dimension nord-sud, la dimension verticale est pacifique, alors que la dimension horizontale, elle est conflictuelle. C'est là où devaient intervenir des acteurs majeurs, ce que j'appelle les acteurs majeurs, l'Alliance Atlantique, l'Union européenne et les États-Unis, pour pacifier ces relations-là, contribuer à établir la confiance et la sécurité dans la région. Toujours est-il, d'une perspective algérienne, ces mesures ne peuvent intervenir, et là c'est deux philosophies qui s'opposent. La philosophie européenne consiste à dire qu'il y a des problèmes, il y a des conflits. On commence par des mesures de sécurité pour essayer d'atténuer ces conflits et puis on essaie d'avancer petit à petit. La philosophie algérienne consiste à dire qu'il y a des conflits, notamment le conflit central arabo-israélien. Et une fois on règle ce conflit-là, il n'y a pas de problème dans la région. Et on peut entamer des mesures de confiance. On peut dire que la réponse elle est entre les deux. C'est-à-dire que si vous attendez à ce que les conflits soient réglés, quelle est la raison d'être des mesures de sécurité? Mais si vous faites abstraction du conflit central dans la région et vous voulez établir des mesures de sécurité, on sait très bien qu'on ne peut pas établir la confiance entre un occupant et un occupé. Celui qui occupe les territoires de l'autre ne peut pas lui demander de lui faire confiance. C'est une question humaine, ça, même avant même d'aller à la sphère, j'allais dire, interétatique. Donc voilà, dans ce rapport-là, on trouve les principales réflexions de l'Algérie en matière de sécurité concernant la Méditerranée. Le dernier élément, avant que de passer à la dimension régionale, c'est la question de l'armement. Alors, beaucoup a été dit sur l'armement au Maghreb ces dernières années, une sorte de course à l'armement qui oppose l'Algérie et le Maroc. Et là encore, l'Algérie s'arme, mais pas dans une perspective méditerranéenne. C'est-à-dire que, encore une fois, la Méditerranée n'est pas perçue comme une source de menace, comme elle a été par le passé et au moins au début des années 92, puisque je vous rappelle en 93, il me semble, si je me souviens bien, il y a eu des manœuvres organisées par des forces européennes atlantistes en Méditerranée et dont le scénario collait très bien à la situation algérienne. Le scénario des manœuvres, des exercices militaires était l'évacuation des ressortissants européens d'un pays qui connaissait d'importants troubles.
Bon, si vous ne pensez pas à l'Algérie, c'est que vous venez de vous réveiller, ou voilà. Donc, ça collait vraiment à la... Donc, mais toujours est-il que l'armement de l'Algérie n'est pas conditionné par des éléments liés à la Méditerranée. C'est plus la relation avec le Maroc, mais encore une fois, moi j'ai mon explication, mais le fait que je sois algérien, ça plaide pas en ma faveur, mais je vais vous la livrer, mon explication, mais jusqu'à un certain point. Compte tenu de son approche indépendantiste, l'Algérie n'a jamais signé d'accord de défense avec les pays étrangers. Donc elle n'a jamais bénéficié d'aide militaire d'autres pays. Deuxième point, c'est un pays qui a toujours refusé la présence de bases militaires étrangères sur son sol. Et d'ailleurs, il y a une phrase célèbre de Boumedienne, il me semble, dans l'Africasé fin des années 70. Et on lui a posé la question sur ça. Il a dit on n'a pas évacué les bases françaises pour recevoir celles des autres. Et lors de la crise libyenne, les Russes, d'après la presse algérienne, ont fait plusieurs demandes auprès des autorités algériennes pour obtenir des facilités compte tenu de la crise qu'ils ont connue, que les Russes connaissent en Syrie. Et l'Algérie a dit niet. On a refusé la présence de l'installation de bases ou d'accorder des facilités aux puissances étrangères. Par le passé, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons le faire. Donc, le fait qu'elle ne soit pas liée par ce type d'arrangement avec des puissances étrangères, donc elle est dépourvue d'un certain nombre d'aides dont profitent d'autres pays, notamment voisins. Premier élément. Deuxième élément, dans les années 80, le pays se lance dans un programme de modernisation de ses forces armées, mais arrive la crise du pétrole en 86 et tout s'arrête. Dans les années 90, c'est la crise interne, ce n'est pas à ce moment-là que vous allez essayer d'acheter des missiles ou des avions de chasse. Et d'après des sources fiables, à un moment donné, l'Algérie avait même des problèmes pour acheter de banales cartouches. Elle les achetait de troisième main, parce que c'était un pays infréquentable. Et donc personne ne voulait lui vendre des armements. Donc la décennie 90 était celle de l'embargo occidental, qui a commencé en 92, qui a été levé au début des années 2000. Donc impossible d'acheter un certain type d'armement et de toute manière, il n'y a aucun intérêt. L'urgence est de se concentrer sur des types d'armements anti-guérilla pour faire face aux groupes terroristes. Donc, la fin des années 90, début des années 2000, avec l'amélioration des revenus pétroliers, des recettes du pétrole, sachant que je reviens en arrière, à un moment donné de l'histoire, au milieu des années 90, l'Algérie, pour pouvoir vivre et payer les dettes, etc., elle devait sortir par an, il me semble, 11 milliards, quelque chose comme ça, et les recettes du pétrole étaient de 7 milliards. Et au moment où elle lance un programme de réforme à l'époque de Hamroche, le FMI, le Fonds monétaire international, lui refuse le rééchelonnement de la dette. Donc il y a un concours de circonstances. C'est pour ça que parfois il y a un discours nationaliste qui se développe. Certes, ce discours nationaliste-là, il a des racines dans l'histoire de l'Algérie, mais certaines racines ne sont pas aussi anciennes que ça. Elles sont très récentes. Bon, bref. Donc, il n'y avait pas les moyens financiers pour se lancer dans des programmes d'armement. À partir des années 2000, effectivement, se lance dans d'importants programmes d'armement et le budget militaire maintenant est aux alentours de 12 milliards, ce qui est énorme comme dépense. Et les dernières statistiques publiées avant-hier, il y a 2-3 jours par CIPRI, donc l'Institut suédois de la recherche sur la paix, l'Algérie et le Maroc totalisent à eux deux 56% des dépenses africaines en armement. Donc cela vous dit dans quel contexte le Maghreb évolue. Donc à partir des années 2000, ce que omettent les observateurs de souligner, premièrement, une bonne partie de cet armement accéléré, certes soutenu, très soutenu même, est destiné à combler le vide. C'est-à-dire pendant 3 décennies, le pays n'a pas eu les moyens de s'armer, soit pour des raisons financières, soit parce qu'une crise d'ordre sécuritaire importante. Deuxième élément, lorsque on signe des contrats, c'est pas comme vous achetez un pack du lait. Les contrats s'étalent sur 15 voire 20 ans.
Donc, et même si vous achetez 20 chasseurs, si vous divisez ça sur 20 ans, ça vous fait un chasseur par an, ce qui n'est pas énorme par rapport à d'autres pays. Mais néanmoins, c'est là où je mets une petite objection, c'est qu'à un moment donné, cet armement soutenu peut poser problème dans le sens où contre qui était-il destiné, primo, et secondo, les ressources financières allouées à ce budget militaire sont tellement importantes qu'on se demande si le secteur développement économique et social n'en pâtait pas de cette importance accrue du budget militaire. Et troisièmement, je reviens à ma question de tout à l'heure, on ne sait pas quelle est la part de l'investissement. Donc le budget peut être très important, mais si la masse salariale et les avantages de toute nature sont importants, donc le budget ne sert pas. Mais en même temps, il faut dire que l'augmentation de ce budget-là intervient dans une période de trouble dans la région. Parce que la plus importante augmentation du budget a été observée à partir de 2011. 2010, fin 2010-2011. Donc l'augmentation coïncide avec la crise libyenne et la crise malienne. Et aujourd'hui, je reviendrai sur cette question-là à la fin, l'Algérie aujourd'hui surveille ses frontières et surveille celles de ses voisins avec ses propres moyens. Ce n'est pas les voisins c'est pas la Tunisie qui surveille ses frontières avec l'Algérie, ce n'est pas la Libye, ni le Mali, ni le Niger, ni la Mauritanie. C'est elle qui fait ça. La seule frontière où l'effort est commun, c'est la frontière, paradoxalement, c'est la frontière algéro-marocaine. Mais tout le reste, les efforts sont d'un seul côté, du côté algérien. Alors je termine là-dessus. Le Maroc, le concurrent de l'Algérie en matière d'armement, le Maroc a des accords de défense avec des pays, notamment les États-Unis, mais la France aussi, et bénéficie à partir des années 70 d'un programme de surplus américain. Ils ont un programme, lorsqu'ils ont un surplus d'armement, parfois ils le cèdent gratuitement, parfois à des prix défiant toute concurrence. Donc le Maroc a profité, et profite toujours, d'une aide conséquente de la part des États-Unis. D'ailleurs, il suffit de comparer les derniers chiffres sur des aides accordées par les Américains aux Algériens ou aux Marocains dans certains dispositifs régionaux, y compris de la lutte antiterroriste, où c'est comme si vous donnez l'un, vous lui donnez 2 000 euros et l'autre, vous lui donnez 5 euros. Donc, il y a des proportions importantes, mais cela dit, on peut l'expliquer par deux choses. D'abord, les Américains ne veulent pas donner autant au gouvernement algérien, mais ce dernier-là ne veut pas en avoir autant. C'est un gouvernement où il refuse même de participer à certains programmes européens en disant que nous avons de l'argent et on n'a pas besoin d'aide européenne. C'est pour ça que le pays est en retard par rapport à ses voisins dans son intégration à certains programmes d'aide européenne. Alors maintenant, je passe à la dimension régionale. Alors, je commence d'abord par le paysage stratégique au Maghreb. Indépendamment de ce qu'on peut dire de ces questions-là dans la région, je ne sais pas combien il me reste de temps. C'est bon, 10 minutes. Ah oui, d'accord. Oui, je vais faire vite. Indépendamment de la situation très instable, il faut dire que le paysage stratégique maghrébin a connu une mutation, dans le sens où, auparavant, les problèmes d'insécurité et les instabilités, les risques d'affrontement étaient d'origine étatique. Donc, venait essentiellement de la tension persistante dans la relation algéro-marocaine et de tempérament changeant de Kadhafi. Un jour, il est très, très ami avec l'Algérie, un jour, il est avec le Maroc et vice-versa. Et parfois, il essaye de jouer sur les deux plans et en fomentant des tensions, même au sud de l'Algérie. Mais toujours est-il qu'à partir des années 90, on peut dire que le paysage stratégique maghrébin a été pacifié au niveau des relations interétatiques. Donc un système interétatique stable, dans le sens où les risques d'un affrontement, d'une guerre entre l'Algérie et le Maroc sont peu probables. J'ouvre une parenthèse si vous le permettez. Le régime marocain a connu des moments de difficulté. L'Algérie a connu une crise. Si les deux pays avaient dans leur plan, dans leur raisonnement militaire, la possibilité ou le scénario d'un affrontement, ils auraient pu jouer la thèse de l'ennemi extérieur pour écraser l'ennemi de l'intérieur. Mais ils ont évité
éviter cette optique-là. Donc cela confirme le fait que le raisonnement politique et militaire dans les deux pays ne s'inscrit pas dans une perspective d'affrontement militaire. C'est pour ça que lorsqu'on dit qu'il y a des risques, je pense qu'ils restent minimes. Maintenant, le problème, c'est qu'on est passé d'un contexte de risques connus, prévisibles, à un contexte d'incertitude quasi totale, dans le sens où les menaces sont d'origine non étatique. Donc vous avez une multitude d'acteurs qui sont, certains d'entre eux sont infra-étatiques, d'autres supra-étatiques, et parfois c'est l'infra qui se transforme et devient supra. Le JSPC, le groupe de prédication pour le combat algérien, s'est transnationalisé et est devenu un élément un acteur source de troubles dans la région ayant une véritable dimension supra-étatique puisqu'il défie les autres États, notamment les forces maliennes, est devenu rebaptisé Al-Qaïda au Maghreb. Donc la problématique du paysage stratégique est là. Le passage de menaces, j'allais dire presque connues, prévisibles, et lorsqu'on la conduite de l'adversaire devient prévisible, la réaction est elle aussi prévisible. D'où lorsqu'on peut prévoir la réaction de l'autre, le dilemme, ce qu'on appelle le dilemme de sécurité, s'atténue, devient beaucoup plus faible. Et donc les risques d'affrontement sont beaucoup plus faibles. Mais là, nous sommes face à des acteurs infra-étatiques ou supra-étatiques, alors que les différentes armées, notamment algériennes et marocaines, c'est les plus importantes dans la région, ont été conçues dans un schéma classique, comme les armées occidentales jusqu'aux années 90, jusqu'à la fin de la guerre froide. Dans un schéma classique d'affrontement État à État, armée régulière contre armée régulière. Or, il ne s'agit plus d'armée régulière, il s'agit d'une menace très volatile, très mobile et transnationale. C'est-à-dire que vous pouvez être frappé au cœur, mais frappé par vos propres, j'allais dire pour les États, par leurs propres enfants. Avant la France, l'Algérie a été frappée par ses propres enfants. Donc cette transnationalisation de la menace fait que la menace peut être interne tout en étant des ramifications internationales. Alors là où la dimension, si vous voulez, interétatique pose problème, c'est que, compte tenu de la tension persistante entre l'Algérie d'une part et le Maroc d'autre part, le Maghreb se trouve de fait désarmé face à cette menace accrue en provenance des différents groupes terroristes et des différents acteurs nuisibles dans la région. Et du coup, les moyens de ces deux États ne sont pas mis en commun, ne sont pas mutualisés pour faire face à ces menaces dans la région, ce qui pose un problème pour ces deux pays-là, puisque l'un ou l'autre tout seul ne peut pas y faire face de manière, j'allais dire, efficace, et l'un et l'autre se retrouvent face à une dynamique d'internationalisation des conflits et de l'instabilité dans la région. Autrement dit, si vous avez un désordre régional, si vous ne maintenez pas l'ordre et vous réglez le problème, évidemment, les autres vont venir le faire à votre place. Sauf que les autres, s'ils viennent, ils vont le faire à leur guise, conformément à leurs propres intérêts. D'où le débat qu'il y a eu en Algérie sur l'intervention française au Mali. Certains étaient pour, d'autres contre. Sauf que la France est allée faire le travail que les Algériens ne voulaient pas faire, même s'ils ont participé à ce travail-là. Et pour aller sur un point franco-algérien spécifiquement, à ce moment-là, il y a beaucoup d'interrogations sur les arrière-pensées, l'agenda caché de cette intervention française. J'ai eu l'occasion d'être invité sur une émission à la télévision algérienne, télévision publique, et j'avais dit qu'il n'y a pas de honte à ce qu'il y ait une convergence d'intérêts entre la France et l'Algérie. Le problème, c'est que ce débat-là se situe à un niveau comme si on avait l'impression parfois qu'il y avait un partage du rôle, c'est-à-dire que la position officielle était contre l'intervention, mais elle n'excluait pas en même temps un soutien limité, logistique limité à la partie française.
Et les deux éléments, les deux faits majeurs qui confirment cela, c'est l'accord accordé par aux forces françaises, voilà, du survol du territoire algérien et le ravitaillement des forces françaises dans l'extrême sud algérien. Et là, je reviens à mon point de départ, il s'agit là d'une mutation profonde de la doctrine algérienne de sécurité. Du jamais l'Algérie, par avant, n'a ouvert son espace aérien à des avions étrangers, de surcroît militaires. Cet accord-là donc intervient quelques mois, ou voire quelques années, je ne me souviens pas de la date exacte, mais l'Algérie avait sorti, il y a eu un décret dans le journal officiel algérien, où l'Algérie précisait en détail le survol du territoire algérien par des appareils étrangers. Et il est écrit texto dans ce décret-là que les avions qui pouvaient bénéficier d'une autorisation du survol ne pouvaient pas être équipés d'instruments susceptibles de servir susceptibles d'espionner le pays. Donc, les appareils militaires ne pouvaient pas survoler le sol algérien. Donc, il s'agit là bien d'une mutation profonde dans la doctrine algérienne, c'est-à-dire on admet que dans certaines circonstances, on peut accorder ce type d'autorisation du survol du territoire. Et là, on voit la problématique de la politique algérienne étrangère et de sécurité dans la région. Ça, c'est un vrai problème. C'est que les deux principes cardinaux de la politique algérienne peuvent, à un moment donné, devenir un vrai problème pour sa propre sécurité nationale. Je m'explique. Les deux principes cardinaux, c'est la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et la non-intervention des forces armées algériennes en dehors du territoire algérien. Bon, je commence par le premier principe, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. C'est un argument qui a été utilisé lors de la crise libyenne et lors de la crise malienne. Alors, on peut dire beaucoup de choses, mais je me contente d'un élément d'analyse important. Cet argument-là ne peut être invoqué dans un contexte d'absence de l'État, voire de l'effondrement de l'État. Dire non-ingérence dans les affaires de l'État au moment où l'État libyen s'est effondré, c'est un non-sens. Dire non-ingérence dans les affaires de l'État malien au moment où cet État s'est effondré, les groupes terroristes se dirigeaient vers la capitale Bamako, était aussi un non-sens. Deuxième principe cardinal, c'est la non-intervention, non-déploiement des forces militaires algériennes à l'étranger. Alors, cela pose problème. Pourquoi ? Parce que ce principe repose sur une philosophie ou sur un raisonnement stratégique dépassé aujourd'hui par la prolifération et par la nature hybride, volatile des menaces. Ce principe-là est valable dans un contexte d'armées régulières face à des armées régulières. Mais face à des groupes terroristes, l'affaire de Tigandourin, l'attaque contre le complexe gazier, montre les limites de ce principe-là. Puisque ces gens-là sont venus de l'extérieur, en s'appuyant sur des complicités à l'intérieur, ils ont frappé fort et ils ont failli partir. Ils ont failli partir, puisque l'armée est intervenue, même si les pays occidentaux ne sont pas d'accord, mais je dis que c'est une question d'objectif. L'objectif est-il de neutraliser le terroriste ou de sauver les otages? C'est deux objectifs différents. Et donc, pour revenir à cette question-là, à partir du moment où la menace est volatile et très mobile, cet argument-là, qui est imprégné d'un schéma classique, ne peut pas fonctionner. Et ces deux principes-là peuvent poser problème pour la sécurité algérienne. Je termine sur un point. Ça, c'est mon côté chercheur aussi. Je questionne toujours, en ne devant questionner en tous les cas. Dire que nous sommes contre le déploiement de nos forces à l'extérieur n'exclut pas du tout qu'il y ait des opérations secrètes menées à l'extérieur des frontières. Mais c'est une simple hypothèse. Je ne peux pas dire que ça n'existe pas, mais je ne peux pas dire que ça existe. Mais encore une fois, ça c'est l'État, c'est étatique, ça relève des institutions de l'État. Ce n'est pas algérien cette question-là. Ça concerne aussi la France
d'autres pays, c'est ce qu'on appelait la fameuse expression la raison d'État. Voilà, je vous remercie. Bon, alors, question. Allons-y. On essaye d'en prendre peut-être plusieurs, parce que comme il ne reste qu'un quart d'heure, on va prendre plusieurs questions à la fois. Monsieur. Oui, merci beaucoup pour cet exposé. Je voudrais savoir si vous nourrissez des craintes en ce qui concerne le terrorisme au sein de l'Algérie, compte tenu de l'islamisme montant en Libye et en Tunisie, et compte tenu également de la paupérisation qui se prépare avec la baisse du prix du gaz. Bon, ma question était du même ordre. Est-ce qu'on a une notion de l'impact dans la population du terrorisme, en fait, des sympathies? Est-ce qu'on connaît une proportion de la population qui nourrirait des sympathies envers le terrorisme? Merci. Madame. Oui, bonsoir. Je voulais profiter de votre dernière réflexion en ce qui concerne votre curiosité. Alors, la question est simple. Le discours officiel est qu'il n'y a pas de coopération entre services de renseignement en matière de lutte contre le terrorisme entre l'Algérie et le Maroc. Quelle est votre opinion? Oui, bonsoir. Donc, j'aimerais savoir, compte tenu du fait qu'il y a eu les aveux du général Nézard, là, qui dit que dans les années 90, eh bien, il y a eu une espèce de coup d'État. Et puis, compte tenu du fait qu'il y a eu le DRS, c'est-à-dire le service d'espionnage et contre-espionnage en Algérie, qui a été dissous, et on dirait qu'il y a une espèce de redéploiement. Qu'en est-il de ce redéploiement? Est-ce que ça ne fragilise pas pendant un temps l'état de la défense en Algérie? Merci. Une dernière question, c'est alors qui? Ma question, c'est pas tant Parlez plus fort. Ah oui, vous m'entendez? Voilà. Alors la question, je remonte dans le temps, l'histoire. Vous avez parlé de front méditerranéen, de vulnérabilité de la frontière méditerranéenne, la côte. Alors, sur le passé 4 et 5e siècle, les hordes vandales, elles sont arrivées par la mer ou par la terre? Quand on voit le cheminement. Les vandales, je ne peux pas vous dire de bêtises, mais d'après mes lectures, à part l'islam, les autres sont arrivés par la mer. Mais il se peut qu'une partie arrive aussi par terre. Je vous donne l'exemple que je connais, par la Tunisie par exemple, puisqu'il y a eu un jus d'alliance. Il y a eu un jus d'alliance qui a été coûté cher aux Numides, au royaume numide. Massinissa avait pactisé avec les Romains, mais lorsque les Romains ont démoli Carthage, sont arrangés pour démolir le royaume numide. Donc une partie de la présence romaine en Algérie est arrivée par la Tunisie. Mais il n'en demeure pas moins que c'est d'origine maritime, parce que c'est un bout de territoire. Voilà. Les vandales sont arrivés par le proche du Proche. Alors, la dernière, est-ce que vous confirmez ou infirmez? Oui. Est-ce que vous confirmez ou infirmez qu'il y a eu, après l'intervention, depuis 2011-2012, des manœuvres, 2013, l'intervention janvier 2013, des manœuvres algéro-américano-françaises sur le sud pour protéger les frontières? Et y a-t-il un droit de poursuite en Libye aujourd'hui depuis 2 ans? On va s'en tenir là pour la première. D'accord. Alors, le terrorisme en Algérie,
l'impact du prix du pétrole sur le terrorisme, à mon sens, est assez limité puisque les Algériens n'ont pas, enfin, c'est ce qu'on sent quand on sent de la population, si je puis dire, les gens n'ont pas envie de reconnaître ce qu'ils ont connu, pendant les années 90. Donc ça a marqué réellement les esprits. Et je laisse ça à la seconde question. Il n'y a pas de sympathie parmi les populations vis-à-vis des terroristes ou de la thématique terroriste en général, indépendamment du passage à l'acte. Donc ils n'ont pas de soutien. Ce qui est en revanche à souligner, c'est un jeu un peu dangereux auquel se livrent les autorités, mais pas uniquement en Algérie, dans d'autres pays arabes. C'est-à-dire qu'on va être très sévère vis-à-vis des islamistes politiques, pas forcément terroristes, hein. C'est pas parce qu'on est islamiste qu'on est terroriste, des islamistes politiques qui visent la conquête du pouvoir. Donc on ne veut pas de ces islamistes-là, on va essayer de leur créer des problèmes, de diviser les partis, de les empêcher de différentes manières de gagner des élections. Mais en même temps, on va favoriser un certain salafisme social. Bon, je sais que le salafisme a une notion, a une connotation très négative en Occident. Dans l'histoire arabo-musulmane, ce n'était pas le cas du tout d'ailleurs. C'est comme le terme fondamentaliste. Et donc, on favorise plus ou moins un certain salafisme social. Pour les autorités politiques, à partir du moment où ces gens-là ne font pas de la politique, c'est bien. Le problème, c'est que ce salafisme social peut à un moment donné se transformer en mouvement politique dans la perspective de la conquête du pouvoir. Pour l'instant, il n'arrive pas à se constituer ou ne veut pas se constituer comme force politique, mais sur certaines thématiques, on les voit se manifester. Sauf que le pays est traversé de contradictions, c'est-à-dire que vous allez trouver des courants, ce qu'on appelle des courants nationalistes, comme des types FLN, etc., où sur certaines thématiques, vous allez trouver l'aile conservatrice, la plus conservatrice du FLN, va se retrouver dans le même camp, dans le même bloc qu'un certain salafiste social sur la question de la peine de mort. Il y a eu un débat en Algérie il y a 2-3 ans sur la nécessité d'abolir la peine de mort qui n'est plus pratiquée en Algérie depuis 1995, mais qui existe toujours dans la loi. Théoriquement, elle existe toujours. Juridiquement, elle existe, mais elle n'est pas pratiquée. Et là, vous voyez, la société est transcendée. Vous avez des ailes islamistes qui se regroupent avec des ailes conservatrices dans des mouvements, dans des partis politiques censés être libéraux, et vous avez un autre bloc libéral qui transcende aussi les différentes catégories de la société. Donc, certes, la société travaille en profondeur par ce salafisme social, mais il n'a pas atteint encore, à mon sens, d'après mes observations, en tous les cas dans la rue, ce qu'on avait connu dans les années 80. Moi, j'étais étudiant à l'université d'Alger. À la fin des années 80, on voyait une pression très, très forte. Cette pression-là, on ne la voit pas. À l'époque, il y a une certaine bienveillance dans certains quartiers. Aujourd'hui, il n'y a pas de sympathie. Ils sont rejetés par la population. Alors, deuxième question, notion de... J'écris mal. Oui, j'ai répondu à la deuxième question, il me semble. La coopération algéro-marocaine. Alors, officiellement, on dit qu'il n'y a pas de coopération, mais je pense qu'elle existe, mais elle n'est pas aussi poussée que la coopération franco-algérienne. Mais à partir du moment où ces pays-là se retrouvent dans différents forats, dans différents meetings régionaux, notamment au niveau méditerranéen, et on ne peut pas exclure une coopération, mais je pense que c'est une coopération à minima. C'est-à-dire que s'il y a des risques, parce que compte tenu de la tension, en tous les cas une tension de très basse intensité entre les relations bilatérales, l'un comme l'autre ne veut pas que sa conduite ou tel ou tel événement soit interprété comme un laisser-aller de la part du voisin. Donc l'un et l'autre font attention. C'est pour ça que je disais au début, paradoxalement, c'est la frontière la plus surveillée du Maghreb. C'est la seule frontière qui a une véritable dimension stratégique, qui se trouve aujourd'hui la plus stable du Maghreb, indépendamment des trafics de drogue en provenance du Maroc et de carburant et de biens de consommation en provenance de l'Algérie. Alors,
Sur le coup d'État, oui, en 92, il y a tout un débat. S'agit-il d'un coup d'État? Pour certains, ce n'est pas un coup d'État. Pour d'autres, c'est un coup d'État. Mais toujours est-il que d'une perspective universitaire, on est obligé de dire que c'est un coup d'État. Voilà. On a déposé un président qui a été élu indépendamment du contexte dans lequel il a été élu. Les élections n'étaient pas démocratiques, mais toujours est-il qu'on a voté pour lui. Et les autres, on n'a pas voté pour eux. Même dans un contexte autoritaire, les gens n'ont pas voté pour eux. Maintenant, il y a un déballage un peu médiatique malsain entre les anciens acteurs pour des règlements de compte d'ordre personnel, puisqu'il n'y a pas de vérité historique, à supposer que la vérité historique existe. Alors, sur le DRS, le département du renseignement et de la sécurité, tout cet épisode-là, évidemment, a impacté le fonctionnement de certaines administrations, en tous les cas, y compris en termes sécuritaires. Il y a eu un article dans la loi TAN il y a 3-4 semaines où ils sont revenus sur l'enquête sur l'attaque de Tigendourine. Et il constatait en fait que du fait de la décision de Bouteflika de supprimer la qualité de l'officier judiciaire aux agents du DRS, il y a eu une rupture de communication entre la police judiciaire du DRS qui n'existe plus et la justice et le parquet. Et de ce fait, l'enquête a pris 3 ans de retard. Donc vous voyez, l'impact est immédiat sur le fonctionnement des institutions de l'État. Alors, sur la dernière question, sur des manœuvres, non, c'est pas ça. Voilà, des manœuvres, voilà, des actions communes, voilà, franco-algériennes et algéro-américano-françaises et les droits de poursuite. Alors, il y a un point, c'est qu'il y a trop d'informations là-dessus, mais invérifiables. C'est comme ceux qui vous disent qu'il y a tant de terroristes dans telle région. Soit on est terroriste soi-même, c'est comme ça qu'on a obtenu l'information, soit on travaille avec des services de renseignement. Je ne suis ni l'un ni l'autre, donc ce type d'information, je ne sais pas. Il y a des informations là-dessus, mais elles sont invérifiables. Et même si un politique vous l'affirme, vous ne pouvez pas l'écrire. Voilà, on ne peut pas le savoir. Et à partir du moment où ce sont des opérations secrètes, c'est justement pour qu'on ne le sache pas. Mais ce n'est pas pour me dérober, hein. C'est par modestie que je dis que je ne dispose pas de moyens pour affirmer ou infirmer. Donc, personnellement, j'évite d'écrire sur de reprendre ces éléments-là dans mes articles, voilà, parce que c'est difficile à avoir. Alors, concernant la question des poursuites, très rapidement, il y a eu un accord entre ce qu'on appelle les pays du champ. C'est une initiative qui a été lancée par l'Algérie avec ses voisins Mali, Niger et Mauritanie en 2010 et ont adopté le principe de poursuite de part et d'autre des frontières. Or, c'est un paradoxe, puisque c'est un pays qui est incapable de contrôler son territoire. Comment voulez-vous qu'il puisse mener des poursuites au-delà de ses frontières? Donc, en définitive, le seul pays capable de poursuite au-delà de ses frontières, c'est l'Algérie. Et l'Algérie refuse de le faire. Voilà. Je vous remercie. Question suivante. Vous êtes sûr? Non, je voudrais juste livrer une information pour notamment montrer que le danger est souvent venu de la mer pour l'Algérie. C'est l'exposition actuelle au MUSEM qui présente par la cartographie ce qu'est l'Algérie depuis, disons, le XIIe, XIIIe siècle. Vous pouvez le noter, je crois que c'est une exposition qui doit se terminer à la fin du mois de février, début mars. Ok, autre question là. C'est vrai, Oui, c'est bon. Quand on parle de l'Algérie, et c'est ce que vous avez fait, on parle beaucoup des rapports avec l'Europe, et notamment la France, dans un contexte de retour post-colonialiste, ou alors des rapports entre l'Algérie et le Maroc. Mais on ne parle jamais, on parle très rarement, on éclaire rarement les gens sur les rapports de l'Algérie avec la Mauritanie, avec le Mali, avec le Niger. Et j'allais dire aussi, peut-être avec la Libye,
qui, elle, avait quand même en son temps commencé à formuler une vraie politique africaine, ce qui ne semble pas être le cas de l'Algérie. Or, quand on regarde la cartographie justement de l'Algérie, il me semble que l'Algérie se pose quand même dans un contexte de pacification entre les États d'Afrique du Nord comme un élément important, je vous dirais même fondamental, d'une future politique africaine cohérente. Autre dernière question. Oui. Au fond à gauche. Au fond à gauche. En fait, j'aurais une question sur les équipements militaires algériens, notamment sur la marine et le renforcement des équipements terrestres. Est-ce qu'ils sont dans un but de contenir les menaces venant de la mer et de ralentir possibilité invasion hostile, ou est-ce qu'il n'y a aucune dimension de profondeur qui a été pensée? Alors, je commence par la dernière question. Alors, pour les équipements, la marine, c'est surtout l'achat de certains types de frégates, des vedettes rapides, et certains équipements assez lourds, comme les dragueurs de mines en Méditerranée, enfin en mer. En Méditerranée, moi, je ne m'en souviens pas, mais je me souviens des mines en mer Rouge au milieu des années 80. Donc, on se demande pourquoi ce type d'armement, il me semble, c'est des dragueurs de mines. Et puis, c'est plutôt des gros remorqueurs. L'Algérie avait acheté un ou deux des gros remorqueurs. Et puis, pour la marine, c'est plutôt des vedettes et des frégates. Mais cela dit, il faut dire aussi que la marine était très active, elle est mise à contribution, la marine algérienne, dans l'affaire des Harraga, donc de ces migrants clandestins. Donc, c'est elle qui apporte, en fait, elle participe plus que les gardes-côtes, puisqu'elle est mieux équipée que les gardes-côtes à ce type de questions. Donc, elle intercepte souvent des embarcations dans les eaux territoriales algériennes et parfois même de là. Et puis, il y a une forte coopération, en tout cas une coopération soutenue dans le cadre du groupe 5+5. Il y a des modules de formation, notamment des exercices de sauvetage en haute mer. Donc il y a un intérêt que porte le commandement militaire au renforcement des forces navales. Pour le reste, c'est des systèmes de missiles, c'est des équipements infrarouges, c'est des équipements électroniques. Il y a un projet, un appel d'offres qui a été lancé en 2007. Pour l'instant, n'a pas été concrétisé, mais qui vise à équiper en tous les cas, la plus grande partie de la frontière algérienne est et sud d'un système de surveillance électronique. Et évidemment, il y a des avions de chasse. Mais certains peuvent dire oui, pourquoi des avions de chasse? Mais ces avions de chasse-là, des Sukhoi, sont mis à contribution dans la couverture aérienne de la bande frontalière avec le Mali, le Niger et la Tunisie. Et la Tunisie, la coopération, je ne l'ai pas souligné, c'est la piste bilatérale la plus avancée en matière de coopération sécuritaire, au point où des avions de chasse algériens contrôlent la bande frontalière 24/24 et les informations récoltées sont partagées avec le commandement militaire tunisien. Donc ce sont des armements lourds qui sont qui sont mobilisés pour la protection des frontières. Alors pour votre question, le titre de ma conférence m'oblige à m'orienter à regarder davantage vers le nord que vers le sud, même si j'ai regardé un peu vers le sud. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Les relations de l'Algérie, c'est une autre conférence, mais je vais essayer de faire bref. Je disais tout à l'heure que la coopération avec la Tunisie, c'est la plus soutenue. Un certain nombre de mesures prises de part et d'autre de la frontière et des mesures unilatérales prises par l'Algérie. Et en fait, l'Algérie, ce qu'elle fait, si on regarde sa coopération avec le Mali, le Niger et la Tunisie, et à un moment donné avec la Libye, elle fait du copier-coller, si vous voulez. Le même dispositif, elle l'utilise avec les différents pays, soit que ce soit au niveau des mesures bilatérales, unilatérales, donc qu'elle entreprenne elle-même sur son propre territoire, soit
en concertation avec les voisins, notamment des comités des commissions chargées de la sécurité des frontières, la question de poursuite qui n'a pas été mise en œuvre, la définition d'un certain nombre de postes ou de points de passage frontaliers, donc on privilégie la lutte, la coordination notamment avec le commandement militaire tunisien de mener des opérations conjointes simultanément de part et d'autre de la frontière. Donc, et dans ce cadre-là, il y a des accords de sécurité avec le Mali, le Niger, la Tunisie depuis 2014, qui cadrent cette coopération. Avec la Mauritanie, il y a une coopération, mais le positionnement politique de la Mauritanie pose un certain nombre de problèmes pour l'Algérie. C'est pour ça qu'il y a eu un moment un désaccord sur certaines questions. C'est que dans cette initiative Les Pays du Champ, donc lancée en 2010, la Mauritanie prend certains engagements chers à l'Algérie, comme le refus de toute intervention étrangère. Et dans le groupement J5 Sahel que la Mauritanie lancé à l'initiative de la Mauritanie, elle dit le contraire. Et donc la région, si vous voulez, la région se retrouve piégée par la prolifération d'initiatives et chacun a son propre dispositif régional. Mais les différents acteurs sont présents dans les différents dispositifs, dans les différentes initiatives, mais ils font de manière à faire avorter les dispositifs des autres et à faire avancer les leurs. Sauf que les autres font de même. Donc c'est une neutralisation, ils se neutralisent mutuellement. Avec la Libye, la coopération a été renouée un peu à partir de 2012 et l'Algérie avait même décidé que la coordination concernant la sécurité des frontières soit suspendue sur les tronçons frontaliers qui sont contrôlés par des milices ne répondant pas du gouvernement libyen. Mais une fois le pays s'est divisé en deux gouvernements, deux parlements, il n'y a plus de coopération sécuritaire. Voilà, je vous remercie. Bien, vous avez vu que M. Benantar nous a apporté un éclairage sur cette sécurité de l'Algérie en Méditerranée occidentale. Ce dossier est extrêmement important, il suffit de regarder la carte. L'Algérie est de facto, en termes de sécurité pour nous, notre partenaire incontournable. Il suffit de regarder sa position, le poids qu'il tient, le superficie qu'il représente. Ce pays est pour nous un partenaire qui n'a pas toujours été très facile. Nos échanges entre Algérie et France ont souvent été difficiles, mais il est inévitable de constater aujourd'hui que ces échanges, ce partenariat, cette compréhension devrait à terme s'établir de façon plus sérieuse. C'est en ce sens que M. Abdenour nous a fait l'honneur de venir devant vous. J'espère qu'il vous a un peu éclairé sur toutes ces questions. Pour ce qui est de la dernière question posée, Madame, M. Abdenour, M. Benantar, pardon, M. Benantar s'est exprimé sur cette question-là même en juin dernier dans le cadre des rencontres de Cybèle et vous auriez eu toutes les réponses voulues dans le cadre de la relation France-Algérie-Tunisie face au risque du Sahel. Ça correspond exactement à votre thématique. Bien, je remercie infiniment M. Benantar et je vous demande de bien vouloir l'applaudir. Comme à l'habitude, il y a un petit rafraîchissement qui vous est servi, auquel participe le professeur Benantar. Il est servi cette fois-ci dans le belvédère, c'est-à-dire sur la façade qui donne sur la mer, derrière le présent amphi. Merci à tous.